Ok, c'est parti pour la partie 2 de la journée. Dans la précédente vidéo, on a vu les bases que tu avais besoin en maths pour comprendre les bases en maths de la physique quantique. Tu as vu? En gros, on a revu c'est quoi les complexes, on a revu c'est quoi l'algèbre linéaire, en gros, la notion de base, les vecteurs et aussi les applications. Ces trois choses-là sont essentielles pour comprendre, on va dire, les maths qu'on a besoin pour la physique quantique. Ça va dire une suite c'est une suite en fait. On va poursuivre ces trois choses-là ici, quoi, pour les choses qui concernent la physique quantique. On va revoir les bases que tu as besoin pour comprendre le chapitre 4 sur les postulats de la physique quantique. C'est un postulat qui est vraiment, c'est un chapitre qui est vraiment incroyable, mais qui m'a pris énormément de temps. Ça m'a pris 3 journées, dont celui-ci qui fait 4. Du coup, ça veut dire que voilà, c'est quand même, enfin, c'était pas facile à comprendre, mais là aujourd'hui, le but c'est de vraiment, enfin, ça va durer 3 heures, 4 heures, je ne sais pas, on va voir. Hein. Là, le but c'est de livrer tout ce qui a livré, en gros tout ce que j'ai compris dedans. Comme ça, moi-même je peux le revoir après. Moi-même pour moi, ça, je clarifie les choses, parce qu'en fait, il y a des choses que tu comprends, enfin, tu vois, mais c'est pas encore assemblé, c'est pas encore lié. Tu vois, c'est des choses séparées que tu as compris durant un moment, mais si tu n'arrives pas à les lier avec les choses que, avec tout le cours, bah, tu as du mal à comprendre réellement. Voilà. Il faut quand même faire des liens entre tout ce que tu as vu. Et c'est ce que je vais tenter de faire aujourd'hui. Du coup, ici, on va voir les bases, partie 2, pour la physique quantique. Et dans la partie 3, on va réellement parler des postulats de la physique quantique. Ça va. Partie 1, c'était les bases, les préliminaires, avant même de voir les bases de la physique quantique. Maintenant, on va voir les bases, en tout cas les maths qu'il faut pour la physique quantique. Tout ce qui est origine de la physique quantique, on a déjà vu dans les vidéos précédentes. N'hésite pas à aller les voir si tu as manqué des choses. Dedans, on découvre, on va dire, l'origine de la physique quantique en lisant le syllabus du professeur de PQS. Et du coup, bah, on découvre, on comprend et j'explique un peu ce que j'ai compris et tout, voilà, pour que tu comprennes toi aussi. Là maintenant, on va voir quoi? On va voir les bases mathématiques. Première chose qu'on va voir, déjà, rappelons les bases de la physique quantique qu'on a vu jusqu'à maintenant. Parce qu'en fait, il y a deux mondes, il y a deux écoles. Il y a des gens qui voient la physique quantique en commençant par ses bases mathématiques. Et il y a des gens qui commencent la physique quantique comme nous, qui voient d'abord l'origine, les trucs qu'on a découverts, comment on les a découverts. Et puis après, on parle des bases. En fait, tu vas voir qu'il y a la partie origine découverte. Et après, une fois que tout a été fixé, on s'est dit que ça c'est bon, on garde ça comme acquis. Et bien, ils se sont dit, on va développer des choses vraiment qui sont des postulats que tout le monde doit accepter pour travailler en physique quantique. Ces postulats, en fait, ces choses-là, ce sont des choses qui ont été vérifiées dans la vraie vie. De la vraie vie. Ils ont été démontrés expérimentalement. Et du coup, voilà, c'est pour ça c'est comme apprendre les 1 plus 1 et la table de multiplication. C'est la même chose ici maintenant, pour la physique quantique. D'abord, rappelons un peu les bases, les vraies bases de la physique quantique, avant de parler des bases mathématiques, pour parler des postulats après. En gros, tu vois ce qu'on appelle des particules quantiques. Ce sont des électrons, enfin, ce sont des particules, on va dire. Des particules qui sont petites, qui suivent les lois qui disent que on ne peut pas déterminer ces choses-là comme on pourra les faire pour les objets macroscopiques. Il faut savoir que jusqu'à une époque, on pouvait décrire le passé, le futur et le présent d'un objet en connaissant sa position initiale, sa vitesse initiale et les forces qui s'activent sur lui. En gros, les forces que subit l'objet. On va dire que tu as une particule macroscopique, on va dire un objet, qui est décrit par un point matériel. Ok. Si tu connais sa position et son impulsion, c'est-à-dire sa vitesse, ok, et tu connais aussi les forces qui s'appliquent sur lui, toutes les forces, eh bien, tu peux décrire sa trajectoire au cours du temps. Ça veut dire que tu auras une expression pour sa trajectoire, on va dire que ça c'est un vecteur, au cours du temps. En gros, tu peux connaître le passé de l'objet, le futur de l'objet. En gros, tu peux connaître tout sur l'objet à partir du temps zéro, de la position zéro, de la vitesse zéro. Voilà, tu peux tout connaître et suivre l'évolution de la particule jusqu'au futur, jusqu'à t fixé, à x fixé, à vitesse fixée. En réalité, c'est pour un temps donné, tu as une position. En gros, c'est pour ça que c'est x de t. Mais si tu connais la vitesse initiale et la position initiale, si tu connais la position initiale et la vitesse initiale, eh bien, tu connais tout de la particule.
OK? Voilà. Et du coup, tu connais tout, en tout cas, tout ce qui concerne la position et l'énergie de la particule au cours du temps. Tu peux connaître l'énergie qu'elle avait eue au début et l'énergie qu'elle aura maintenant et elle aura plus tard. Grâce, grâce à cette expression-là que tu obtiens avec, avec la loi de Newton, grâce à ça que tu obtiens à la fin, en le résolvant, non, non, juste grâce à ça, tu obtiens deux choses. Sa vitesse au cours du temps. Avec sa vitesse, tu obtiens son énergie cinétique. Parce que c'est quoi en réalité? C'est quoi? C'est l'impulsion au carré sur 2m. Et c'est quoi l'impulsion? L'impulsion, c'est quoi? C'est la masse fois la vitesse. Tu connais ça? Grâce à la position, au cours du temps, tu connais sa trajectoire, ok, ce qui est le plus important, au cours du temps. Tu connais aussi, attends, quoi d'autre? Tu connais aussi son... Il y a plein d'autres grandeurs qui se décrivent grâce à la position et à la vitesse, tu vois. Ces grandeurs-là, tu peux les connaître au cours du temps, dans le passé, dans le futur, ou même dans le présent. Et ces grandeurs-là, ce sont les grandeurs les plus importantes qu'on a à étudier. Comme grandeur importante, il y a la position de la particule. Ici, je vais appeler R, on va dire. R, c'est pour généraliser la position. R, c'est X, Y, Z. Bien sûr, en gros, c'est ces positions-là, mais au cours du temps. Chaque position, chaque coordonnée varie au cours du temps. Et du coup, tu pouvais aussi connaître, comme grandeur qu'il nous faut aussi, c'est aussi l'impulsion. C'est une grandeur qu'on connaît au cours du temps. Ok. Quoi d'autre? Tu peux, comme grandeur important pour, enfin, comme grandeur, enfin, attends, qu'est-ce que j'ai dit jusqu'à maintenant? Pourquoi je parle de ça? Attends, j'ai oublié un peu. Voilà. Comme truc important, en gros, les choses importantes d'une particule qu'on a besoin de connaître, c'est sa position, son impulsion, son moment, son moment cinétique. C'est important. En gros, ces deux-là, ce sont les mêmes choses, en fait. Tu vois, l'impulsion et le moment cinétique, c'est deux choses pour dire, enfin, ils jouent le même rôle. Ils vont te donner la quantité de mouvement. Lui, ce sera la quantité de mouvement pour la translation, pour le mouvement en ligne droite. Et lui, il va te donner la quantité de mouvement pour les trucs qui tournent. En gros, tout ce qui est en rotation, eh bien, il faut savoir, en fait, un mouvement, il y a deux types de mouvements de la vraie vie de tous les jours. Tu vois les mouvements en va et en vient, et tu as les mouvements en rotation. C'est deux types de mouvements qu'il y a dans la nature. Moi, je peux marcher. Là, je fais un mouvement en va-et-vient. Je peux tourner, tourner, tu vois. Voilà. Pour la translation, on va dire, non, attendez. Pour la translation, que j'ai appelée, attendez, quelle lettre encore? En gros, par translation, il y a X, Y, Z. Trois directions de translation possibles dans l'espace à trois dimensions. Et pour la rotation, eh bien, il y a trois manières de tourner. Tu peux tourner autour de θ et autour de phi. Ah non, il y a deux manières du coup. Excusez-moi. Du coup, tu peux tourner soit comme ça, ou soit comme ça. Voilà. Soit voilà. Là, tu as un axe, on va dire. Attendez. Là, tu as un axe, ok? Autour duquel tu tournes. Soit tu tournes autour de cet axe-là, soit tu tournes comme ça. Tu vois? Il y a deux directions de rotation. Il y a cette direction-là, ok? On appelle cette rotation la rotation, il me semble, azimutale. Et tu as cette rotation-là qu'on appelle la rotation... J'ai oublié leur nom. C'est important en plus. En tout cas, il y a deux types de rotation que tu peux avoir. Et du coup, bah voilà. Et du coup, la quantité de mouvement, là, c'est différent de l'énergie. Tu vois ce qu'on appelle le mouvement, tu as ce qu'on appelle l'énergie. Le mouvement, on la caractérise par un vecteur pour dire c'est la quantité du mouvement, quoi. Le mouvement, enfin, le mouvement, c'est juste un mot. C'est juste pour dire que quelque chose bouge. Mais pour le quantifier, pour lui donner des valeurs, tu vois, on va dire que ce truc-là, il bouge beaucoup ou pas beaucoup, tu vois.
Et pour dire qu'elle bouge beaucoup ou pas beaucoup, eh bien, on dit que bah, elle bouge d'une amplitude de 3 quelque chose, de 20 kg, kilo quelque chose, tu vois. On ne sait pas de quoi, mais voilà. Mais du coup, pour quantifier ce mouvement, on utilise deux grandeurs, l'impulsion et le moment cinétique. Et du coup, bah, l'impulsion, lui, il va quantifier le mouvement en va-et-vient. Non, le mouvement en translation. Comme ça, vers toi, ou bien vers le haut. Tu vois, trois directions de translation qui correspondent aux trois directions d'espace. On vit dans un monde à trois dimensions. Oublions le temps. En tout cas, dans un espace à trois dimensions. Voilà. Ça, c'est lui qui fait ça. Il te donne la quantité de mouvement au cours du temps. Et sa formule, c'est quoi? C'est P est égal à la masse fois la vitesse de l'objet. Ces deux grandeurs-là, ils vont décrire ton mouvement. Un mouvement d'une masse lourde n'est pas le même qu'un mouvement d'une masse légère. Un mouvement d'un objet qui va vite n'est pas le même mouvement qu'un objet qui va lentement. Et tu combines les deux, tu vois le mouvement réel, quoi. Voilà, un mouvement, quoi. Complet, on va dire, complet. Ok, mais du coup, voilà. Ce P-là, il décrit la quantité de mouvement de translation. Eh bien, le M ici, lui, il va décrire la quantité de mouvement, mais de rotation. Le M, on va dire, il est égal à quoi? Au vecteur position, produit vectoriel avec le vecteur de vitesse. Ok. D'abord, ah non, excusez-moi. Pas de vitesse. Oui, de vitesse, mais on va généraliser ça par. En fait, regardez. Pour que on ait bien des mètres fois. Enfin, des mètres. Enfin, l'unité ici, c'est quoi? Ce sont des. Attendez. Hein. L'unité ici, c'est des. Attendez. Mètres fois vite. Attendez. J'oublie l'unité du moment cinétique. En fait, c'est juste un. C'est. C'est comme la vitesse, mais sauf que c'est le moment de force. Attends, moment de force, c'est quoi encore? C'est mètre fois la force. Force fois distance, c'est ça? Hein. Enfin, je ne suis pas sûr, mais je ne sais plus. En tout cas, pour que la dimension du moment cinétique soit respectée, on mettra l'impulsion à la place de la vitesse. Mais on voit que l'impulsion a la même direction que la vitesse. Si on va comme ça, la vitesse va comme ça. Et donc le mouvement aussi va comme ça. Et donc, la quantité de mouvement bah, est aussi un vecteur parce qu'elle suit la direction de la vitesse. Elle suit la direction de la vitesse, la quantité de mouvement, et qui est le P en réalité. Et du coup, bah, voilà. Lui, c'est quoi? C'est, tu prends cette même quantité de mouvement, mais tu vas te suivre une trajectoire. En gros, tu vois, quand tu fais quand tu fais un trajectoire comme ça, eh bien, ok, tu vois comme ça, mais en réalité, tu vas aller comme ça et comme ça. Tu vois? Ça, c'est le vecteur de rotation. Genre, tu tournes comme ça, autour du soleil, par exemple. Voilà. Tu as un vecteur qui va comme ça. Enfin, en gros, comme ça et comme ça. Tu vois, tu as deux directions de mouvement. Tu vois, pour faire comme ça, tu te vois comme ça, mais à la fois comme ça. Genre là, tu fais comme ça, et puis là, tu fais comme ça. Mais tu vois, tu fais comme ça et comme ça. Tu vois? Comme ça et comme ça. Ok. Et du coup, bah voilà, tu tournes, mais quand tu fais ton mouvement, on va pas utiliser on va pas dire juste combinaison de ces deux-là. En réalité, le grandeur qui quantifie une rotation, c'est un vecteur qui est en réalité l'axe autour duquel tu tournes. Ça a été défini comme ça. En fait, pour quantifier une rotation, pour décrire une seule rotation particulière, eh bien, on n'a pas le choix que de considérer l'axe autour duquel on tourne. Parce que, en fait, la rotation qui va tourner tourne autour de quelque chose. Tu vois, quand tu tournes autour de quelque chose. Et bien, ce quelque chose, on a décidé en physique que c'était un axe. Et donc, c'est un axe autour duquel on tourne. Okay. Du coup, le vecteur de rotation, tout vecteur de rotation est juste un axe autour duquel l'objet tourne. Et donc, on fera la même chose pour le moment cinétique, vu que c'est un vecteur qui quantifie le mouvement de rotation. Attention, pas la rotation, mais le mouvement de rotation, c'est deux choses différentes. Enfin, c'est lié, mais ce n'est pas la même chose. Mais du coup, vu qu'on veut quantifier le mouvement de rotation, on va aussi prendre l'axe autour duquel on fait ce mouvement, l'axe autour duquel on fait ce mouvement de rotation.
Donc, tu as l'axe ici et tu as la rotation qui se tourne. Et pour obtenir cet axe-là, c'est simple, hein, on a créé ce qu'on appelle un produit. Enfin, non, on n'a pas créé en réalité. On a utilisé ce que on a utilisé ce que on a utilisé ce que les mathématiciens ont créé, qui s'appelle le produit vectoriel. Donc, pour, on va dire, avoir l'axe de rotation, eh bien, on va faire un produit, on va faire un produit vectoriel du vecteur position qui va comme ça et du vecteur vitesse qui va comme ça. Parce que, en gros, le mouvement, même s'il va comme ça, mais en fait, il va aller comme ça, tout le temps, comme ça, vers toi ou vers moi, vers toi ou vers moi. Au début, c'est vers toi, après, c'est vers moi. OK? Et le vecteur position suit, enfin, enfin, tu vois, les deux marchent ensemble. Et les deux font que, bah, on fait comme ça, en fait. On tourne autour de l'axe. Et du coup, ici, ce qui va forcer ces deux vecteurs-là à me donner le vecteur autour duquel on tourne, c'est de faire une opération qui me donne un vecteur perpendiculaire à ces deux vecteurs-là. Et le seul vecteur qui est perpendiculaire à ce vecteur-là, c'est le vecteur, on va dire, qui coïncide avec l'axe de rotation. Pour faire simple, pour obtenir cet axe de rotation qui représente la direction du mouvement de rotation, c'est en faisant le produit vectoriel de ces deux vecteurs-là. Là, sa position, là, sa vitesse. Et donc, voilà. Position, vitesse, tu obtiens le moment cinétique. Voilà. C'est abstrait, c'est nouveau, mais c'est comme ça que ça a été défini. Et croyez-moi, avec ça, là, on obtient pas mal de choses. Et du coup, voilà. Et du coup, voici les deux grandeurs qui décrivent la quantité de mouvement. C'est bien de savoir décrire la position au cours du temps. C'est bien. C'est ce que nous donne la loi de Newton. C'est très bien. Mais il faut aussi connaître le mouvement que fait la particule au cours du temps. Car grâce à ce mouvement-là, on peut déduire de son énergie. Parce que l'énergie a été définie comme la quantité de mouvement de translation, mais aussi, attention, ça c'est l'énergie cinétique de translation. Il y a aussi l'énergie cinétique. Attention, le T, c'est l'énergie cinétique de translation. C'est lié au P. Mais il y a aussi l'énergie cinétique de rotation. D'ailleurs, j'aurais dû mettre ça à la place. Et le T, en fait, c'est propre à l'énergie cinétique de... Le T est propre à l'énergie cinétique de translation. Si on veut parler de l'énergie globale d'une particule, il faut aussi ajouter le terme de rotation. Du coup, on va dire... Ok. On va dire que... Ah oui, ok. D'abord, gardons cette énergie de translation, ok, qui était à peu près égale à P carré sur 2M. Good afternoon. Vraiment, je ne sais pas. Ngwem time. Ma ata mo ti non. Je connais la bread de frafo. Du coup, voilà. Voilà. Du coup, ça, c'est juste pour parler de l'énergie de translation. Mais si on veut parler de l'énergie totale d'une particule, d'un objet, eh bien, on va parler de... Accroche-toi bien. On va dire d'abord l'énergie totale. Enfin, pas l'énergie totale. L'énergie cinétique. Ok. Enfin, il y a sûrement une autre lettre pour parler de l'énergie, mais je vais prendre le E, indice C, pour parler seulement de l'énergie cinétique. Ici, on ne va pas parler de l'énergie totale, parce qu'il faudra prendre en compte l'énergie potentielle aussi. Car il y a deux types d'énergie. Il y a l'énergie, enfin, il y a trois types d'énergie, je pense. Il y a l'énergie potentielle, c'est l'énergie qui est liée à la force que subit un objet. Il y a l'énergie de masse et l'énergie cinétique. Ces trois formes d'énergie, enfin, les trois catégories d'énergie qui existent, bien sûr, il y a plein d'autres formes, hein, parce qu'il y a l'électricité, il y a la gravitation, dans tous les domaines de phénomènes qui existent, eh bien, il y a l'énergie qui est liée.
de la température, il y a l'énergie calorifique. Il peut s'agir de l'énergie cinétique pour faire bouger des molécules pour que ça chauffe l'eau. Ou peut aussi s'agir de l'énergie potentielle. C'est l'énergie que a le système ou dans lequel il n'y a pas de chaleur. C'est l'énergie. Voilà. Tout système a une énergie qu'on appelle l'énergie potentielle en chimie. Mais aussi, on peut parler aussi de chaque molécule a une masse. Donc, en fait, quand tu as une particule massive, on parle d'énergie de masse. Du coup, on va dire qu'il y a deux catégories d'énergie. On va dire qu'il y a deux catégories d'énergie. Il y a l'énergie de masse et l'énergie cinétique. Non, excuse-moi, je me suis trompé. Il y a deux catégories d'énergie. Il y a l'énergie potentielle et l'énergie cinétique. L'énergie potentielle, c'est tout simplement l'énergie qu'il faut pour... l'énergie avant qu'il y ait une action, avant qu'il y ait un mouvement. Et l'énergie cinétique, c'est l'énergie utilisée par le système pour faire le mouvement. En gros, quand il y a un mouvement, le mouvement, c'est une conséquence de l'utilisation d'une énergie, je pense. Ou bien c'est l'inverse. C'est ce que dégage un objet quand il bouge. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est ce qu'il dégage ou bien ce qu'il utilise pour bouger. Je ne sais plus. À tout moment, c'est les deux ou bien un des deux, ou je ne sais pas. En tout cas, voilà, c'est lié au mouvement en tout cas. Et du coup, voilà. Et dans l'énergie cinétique, enfin, du coup, l'énergie de masse, je ne sais pas où elle s'inscrit, mais c'est une forme d'énergie qui est liée à la masse de l'objet. Ça, on le considère que quand on est face à des particules, on va dire, qui sont... Ah ok, j'ai compris. En gros, ce sont des particules qui... Attendez, hein. Parce qu'en fait, pour avoir cette approximation de base... Ah ok, j'ai compris. Non, ok. En gros, une particule massive a ce qu'on appelle son énergie. Enfin, en gros, toute particule a trois formes d'énergie. Il y a l'énergie potentielle qui est liée aux forces que subit l'objet. Mais si l'objet ne subit aucune force, cette énergie n'existe pas. Il y a aussi l'énergie qui est propre aux particules quand on oublie les forces qui agissent sur lui. Il y a l'énergie liée à sa masse et l'énergie liée à son mouvement. En gros, il y a trois types d'énergie, trois formes d'énergie en réalité, mais bon. Je ne sais pas comment on les classifie. Selon les chapitres, on parle de l'un ou l'autre, je ne sais pas. Mais voilà, dis-toi qu'il y a trois formes d'énergie, trois formes d'énergie. Après, il y a aussi les types d'énergie. Je ne sais pas comment on classifie tout ça, mais il y a les trois grandes catégories d'énergie. Après, on peut parler de l'énergie dans le domaine de l'électricité, l'énergie dans le domaine de la gravitation, l'énergie dans le domaine des liaisons chimiques, et l'énergie, du coup, liée à la température, quoi. Du coup, voilà. Bref, revenons à ce qu'on était. Du coup, ici, on parlait de quoi? On parlait des deux types de mouvements qui existaient. Pourquoi on faisait cela? Parce qu'en fait, on a dit que quand on connaît ces informations-là, ça, c'est une particule. Hein. Oui, ça, c'est une particule P. Une particule, c'est une particule, ça. Quand on connaît ça, on appelle ça état. Okay. Ça, c'est l'état, c'est, on va dire, tout ce que on a besoin pour un système, pour décrire un système. Okay. Ici, on veut décrire l'évolution de ce système au cours du temps et aussi son énergie. Et du coup, on a besoin de tout ça pour décrire un système. C'est, on va dire, tous les renseignements qu'on a besoin pour un système. Il peut y avoir un élément qui décrit le système. On va faire ça avec les fonctions, avec les particules quantiques. Mais ici, on voit qu'il y a deux choses. Il y a la position et l'impulsion qui décrivent le système. Avec la position et l'impulsion, on peut décrire tout ce qu'il y a sur le système. On peut décrire sa position au cours du temps. On peut décrire son mouvement au cours du temps. On peut aussi décrire son énergie au cours du temps. Après, je ne dis pas ces choses qu'on peut décrire. Je ne dis pas que ces choses qu'on peut décrire, ils sont indépendants, ils peuvent être liés. Mais voilà, c'est trois choses différentes qu'on peut déduire d'un système en connaissant la position et l'impulsion de ce système. Un système peut être une particule, ou un système peut être une particule ou plusieurs particules. Ça va? Et du coup, voilà. On parle de état, important. On a parlé de mouvement. Okay.
il y a le mouvement de translation et de rotation. Et en général, on parlera d'énergie, enfin, le mouvement, enfin bref, vous voulez. Le mouvement, on a parlé de mouvement. Ok. Et pour décrire pour décrire ces mouvements, eh bien, pour le mouvement de translation, eh bien, on a cette grandeur-là qui le décrit, qui est un vecteur, qui est l'impulsion. Et pour décrire le mouvement de rotation, on a cette grandeur-là qu'on appelle le moment cinétique. Okay. Pour l'instant, on est en mécanique classique, en physique classique. On n'a pas encore commencé la physique quantique. Ce sont juste les bases que tu as besoin pour comprendre bien la physique quantique. Et du coup, voilà. On a l'état, on a parlé de l'état, du mouvement. Et aussi, maintenant, on va finir par parler de l'énergie. Comme je l'ai dit, hein, ça, ce sont les ingrédients que tu as besoin pour trouver tout ce qui concerne le système. Sa position, sa vitesse, son énergie et bien d'autres choses que moi, je ne connais pas. Dont la force, les forces, tu vois, ou encore enfin bref, il y a plein d'autres choses qu'on peut trouver grâce à ce qu'on appelle l'état, qui est le conteneur qui contient tout ce qu'on a besoin pour décrire le système. Ok. Du coup, ici, ok, on a parlé de l'état du système, on a parlé du mouvement que peut faire le système. Ok. Et maintenant, on va parler enfin, voilà. On a vu que le mouvement, on pouvait le décrire grâce à ça et à ça. Et maintenant, on va parler de l'énergie du système. Comme je l'ai dit, il y a comme je l'ai dit, il y a trois types d'énergie. Il y a l'énergie potentielle et l'énergie de masse. Ce sont des énergies qui ne sont pas liées au mouvement. Mais ce sont des énergies qui sont statiques. On va dire que ce sont des énergies qui sont là sans que... Enfin, ce sont des énergies qui sont là. En gros, c'est les forces... En gros, tu vois, les forces que peut subir le système est décrite par l'énergie potentielle. Une énergie potentielle, ou bien une énergie tout court, c'est la somme de forces. En gros, si on somme toutes les forces que vont subir un système, on va obtenir son énergie potentielle. Autrement dit, mais attends, promis, après avoir parlé de tout ça, je parlais de l'énergie potentielle. C'est vraiment important de comprendre ça. Tu vas voir que personne t'a jamais... Les gens, en fait, on t'a jamais expliqué c'est quoi le potentiel. Que ce soit le potentiel électrique, magnétique, gravitationnel, ou bien même la différence de potentiel. Ça, enfin, peut-être on t'a expliqué, dans ce cas tant mieux, mais ça a toujours été abstrait pour les gens. Ça n'a jamais été compris. Eh bien, aujourd'hui, grâce à ce cours de physique quantique, bon, je ne dis pas que c'est là qu'on l'explique, mais c'est dans ce contexte-là que moi, je l'ai compris correctement. Mais promis, après tout ça, là, on parlera de cela. Mais par l'instant, finissons ça. Parlons seulement maintenant de l'énergie cinétique. Parce que c'est pour finir un peu ce que je parle d'ici. En gros, du coup, il y a deux types d'énergie cinétique. Il y a l'énergie cinétique liée au mouvement de translation. Je rappelle que l'énergie cinétique, c'est l'énergie liée au mouvement et qu'il y a deux types de mouvements. Il y a la rotation et la translation. Et donc, vu qu'il y a deux types de mouvements, il y a donc deux types d'énergie. Il y a l'énergie, deux formes d'énergie. Non, deux types d'énergie, on s'en fiche. Il y a l'énergie qui est liée à la translation, qui est l'impulsion. Non, excusez-moi. Qui est le T. Et l'énergie liée à la rotation, qui est le M. Sauf que c'est bizarre parce que là, on va additionner une grandeur scalaire à une grandeur vectorielle. On n'a pas le droit de faire ça. Donc, je ne sais pas comment on peut décrire ça. Au pire, on va décrire ça avec la norme. Voilà. L'énergie cinétique, je ne sais pas si... Je pense que... en fait, de base, c'est dû à un vecteur, mais vu que c'est au carré, donc on prend... le carré, le carré, c'est... En fait, c'est pas... Si tu veux... Enfin, je sais pas.
En gros, euh, en fait, pour trouver la valeur de l'énergie cinétique, eh bien, tu dois passer par ce vecteur-là et trouver quelle direction où tu veux calculer sur ton énergie cinétique. La direction que tu vas vouloir, tu le prends, la valeur, la norme, et puis tu l'associes à l'énergie cinétique par la formule de P carré sur 2M. Tu vois? Ça, on va dire, c'est une grandeur qui est obtenue d'abord par un vecteur, et puis auquel on a pris la norme du vecteur pour obtenir ça. Ça va? Ici, je vais juste prendre la norme de ce moment cinétique. C'est-à-dire que le vecteur moment cinétique, il donne la direction, enfin, la direction autour duquel on tourne. Le vecteur impulsion nous donne la direction dans laquelle on translate. Et du coup, bah, celui-là, on prend sa norme pour le diviser par la masse pour avoir l'énergie. Non, on prend sa norme au carré, on le divise par la masse et du coup, on a l'énergie. Celui-là, celui-là, je pense que pour obtenir son énergie, je ne sais pas comment faire. En vrai, je ne sais pas. En gros, c'est pas rigoureux ça, mais on va dire qu'on a compris l'idée. C'est que voici les deux types d'énergie que peut avoir une particule. Son énergie de translation et son énergie de rotation. Après maintenant, il n'y a pas un grandeur qui décrit l'énergie de rotation, mais qui est un scalaire au lieu d'un vecteur. Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, bon, bref, je ne sais pas. Bref. Bref, maintenant, je peux revenir à là. Du coup, grâce à la loi de Newton, eh bien, on sait que si, pourvu qu'on connaisse les forces que subit le système, et on connaît la position initiale et la vitesse initiale d'une particule, on peut trouver son évolution au cours du temps. On peut trouver la position dans laquelle elle était dans le passé, en un instant donné. On peut trouver sa position maintenant, en un instant donné. Et on peut trouver sa position dans le futur, en un instant donné. Tu vois? En fait, en tout instant, on peut trouver la position de la particule au cours du temps. Et du coup, voilà. Et du coup, pourvu qu'on connaisse les forces qui agissent sur la particule, eh bien, on connaît les différentes positions qu'elle peut occuper au cours du temps. Non seulement on connaîtra les différentes positions au cours du temps qu'elle peut occuper, mais aussi le mouvement qu'elle fera. Un mouvement en ligne droite, un mouvement circulaire, ou bien un mouvement circulaire mais qui bouge en ligne droite. Tu vois? Mais on peut aussi connaître quoi? On peut aussi connaître son énergie. Une énergie, est-ce que l'énergie, enfin, en gros, on peut connaître la valeur de l'énergie qu'elle a. Car celle-là, en fait, cette valeur d'énergie, quand elle va cogner une autre particule, eh bien, elle va lui transmettre cette énergie-là. En gros, voilà, il y a une conservation d'énergie. C'est pour ça que l'énergie est importante parce qu'en fait, elle permet de quantifier les interactions. Les interactions, pour les quantifier, on a besoin de l'énergie de l'un et de l'autre. Et comme ça, on peut déduire un peu des choses sur l'interaction qu'elle a avec les autres particules. Il faut savoir qu'une particule échange son énergie, que ce soit le total ou bien une partie de son énergie, elle échange en collision. C'est la seule manière dont une particule peut échanger de l'énergie. Et on a vu dans le cours précédent que la lumière aussi échangeait son énergie en collision. Et du coup, c'est pour ça qu'on a commencé à se dire que, tiens, la lumière échange son énergie comme les particules. Et puis, Einstein a postulé que, vu qu'elle fait cela, pourquoi pas dire que la lumière est aussi à tout ce que les particules peuvent avoir, c'est-à-dire tout ça. Et il a postulé, et on a vérifié tout cela expérimentalement, notamment grâce à l'expérience de Crampton. Mais bon, ça c'est ce qu'on a vu précédemment. Maintenant, du coup, voilà, ça ce qu'il faut retenir, c'est que grâce à cette loi-là, on peut trouver tout ça. Ok. Tu vas me dire pourquoi je parle de tout ça. En fait, c'est même pas ça que je veux parler de base. Hein. C'est juste pour commencer. Mais voilà, on va maintenant parler du compromis de l'énergie potentielle. Et puis, on va vraiment parler de ce que je voulais parler. Là, je veux juste parler des bases, en fait. En gros, si tu veux, de base, je devais parler d'abord des bases physiques que tu dois comprendre,
les rappels, on va dire, puis les bases mathématiques, pour que je comprenne un peu, voilà. Mais là, je suis allé encore plus loin, on parle des bases de la mécanique, avant la physique que je voulais parler de base. Bref. Et du coup, ok. Bon, là, je suis dans la merde, hein, parce que en soi, au lieu d'étudier, moi, je parle de la physique dans tous les sens. L'avantage, c'est que j'expose ma connaissance, ça me permet de comprendre des choses profondément, de répondre à mes questions. C'est pas bizarre, hein, parce que ça veut dire que normalement, tout doit être clair dans ma tête, mais là, maintenant que j'expose, je confirme que c'est clair, tu vois. Avant, bah, en fait, je ne peux pas savoir ce que j'ai dans ma tête sans y avoir pensé. Là, en l'expliquant, je vois un peu tout ce que je connais de la physique maintenant. Bref, à tout moment, ça jouer, enfin, ça jouer forcément. Ça va me faciliter la tâche quand je vais étudier la suite du cours. Parce que maintenant, j'aurai une compréhension profonde. Là, je t'explique la chose, mais moi, j'aime pas expliquer la chose pour citer les choses. Je le fais parce que enfin, je cite par passion. Je cite, je dis, il y a ça, il y a ça, il y a ça, parce que c'est des choses qui me passionnent. Mais quand j'explique quelque chose comme maintenant, parce que le but là, c'est d'expliquer tout ce que j'ai compris, là, j'aime bien aller en profondeur. Malheureusement, c'est que ça joue dans le temps que j'ai à exposer tout ce que j'ai à exposer. Et au final, je n'expose pas grand-chose. Là, je parle doucement parce que j'ai une micro DJI qui me permet de parler doucement et comme on comprend, on m'entend. Avant, je devais crier pour qu'on m'entende parce que voilà, je ne sais pas si le son est bon et tout. En tout cas, pour m'assurer que tout le monde comprend ce que je dis, je vais crier parce que j'étais à une distance du téléphone. Là, je peux parler avec ma voix normale et tu me comprends. Bon, là, c'est vraiment normal. Tout à l'heure, je parlais doucement parce que je ne sais pas pourquoi, mais en parlant doucement, je me dis que doucement, je parle des choses. En fait, je mets des mots réfléchis petit à petit. Alors que si je parle normalement, je ne sais pas, je ne suis pas habitué à parler normalement. Je suis habitué à prendre un ton pour, on va dire, faire vivre la chose. J'aime bien faire vivre les notions théoriques qu'on voit dans les syllabus, dans les maths et la physique, à travers mon corps et ma manière de parler. Tu me dis si ça t'aide à comprendre en commentaire, comme ça je le sais. Sinon, à tout moment, ça n'aide pas, du tout. Ok, aussi je peux parler comme ça et tu m'entends. Alors qu'avant, comme ça, je devais crier pour que tu m'entends. Enfin, je devais élever la voix. Ok, ça c'est les bases, enfin, partie 1 de la partie 2 des bases, tu vois. Maintenant avant d'entamer la partie 2 de la partie 2 des bases, on va parler du potentiel. Un potentiel, en tout cas l'énergie. En fait, le potentiel et l'énergie potentielle, c'est relié. Le potentiel, c'est tout simplement, le potentiel s'écrivait, c'est tout simplement la somme de toutes les contributions de force sur un domaine donné. Je vais faire ça fois, on va dire, ah non, attendez, un vecteur position, je clarifie. Ça, c'est la définition de l'énergie potentielle. Non, oui. Non, ça, c'est la définition du potentiel. OK. On verra c'est quoi l'énergie potentielle. Elle dépend d'un grandeur, mais comme tu peux le voir, ce n'est pas un vecteur. Donc, ce qu'on a à la fin, c'est un scalaire. Mais à la base, ce potentiel, elle dépend de ce grandeur-là parce que, voilà, il faut un vecteur R pour pouvoir faire ce qu'elle a à faire. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que le domaine, c'est là où on veut calculer, calculer le potentiel. Le potentiel, c'est tout simplement. Enfin, en réalité, non, c'est une bonne question. C'est quoi le potentiel? Parce que, en fait, là, ce que je voulais te parler, c'est l'énergie potentielle. Mais c'est quoi la différence entre le potentiel et l'énergie potentielle? Déjà, l'énergie potentielle, c'est en joules. Ici, force fois distance nous donne des joules. Donc, c'est l'énergie potentielle. Mais le potentiel en soi, je pense que c'est synonyme. C'est la même chose. Dire potentiel ou énergie potentielle, je pense que c'est la même chose. Mais il faut que je me renseigne. D'abord, d'ailleurs, allons demander à ChatGPT. Au moins, il est fort là-dedans. C'est que
des questions courtes comme celui-ci, il sait le faire. Du coup, voilà, on va quand même faire ça en public, hein. On va demander, voilà, là, comme je te dis, hein, là, je me rends compte que je ne fais pas la différence entre le potentiel et l'énergie potentielle. Mais en réalité, à ton moment, c'est la même chose, mais bon. Reconfigure-toi en tant que professeur de physique. C'est quoi la différence fondamentale entre le potentiel et l'énergie potentielle? Ok. Donc, c'est quoi? Attends. D'abord, je vous lis un peu ce qu'il dit, comme ça, après, je lui pose ma dernière question. Du coup, il me dit quoi? Il me dit que le potentiel, la différence est conceptuelle et structurelle. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Le potentiel électrique ou gravitationnel, voilà, il me donne un exemple. C'est une grandeur définie par non, d'abord, il commence par le potentiel électrique. C'est une grandeur définie par une unité de charge. Ah, ok, non, charge, ça peut être le coulomb, enfin, ça peut être la charge de l'électron ou bien la charge de l'objet qui est massique. C'est une grandeur définie par unité de charge. Donc, je comprends là que c'est une densité d'énergie. C'est ça le potentiel. C'est une densité d'énergie. C'est logique. Il caractérise, en- il caractérise, il caractérise, il caractérise un point de l'espace, indépendamment de l'objet qu'on y place. Ok. Exemple, encore, on s'en fiche des exemples. En gros, il caractérise un endroit de l'espace où on va poser la particule. Mais ce n'est pas lié à où est la particule. C'est un objet. On va dire c'est une énergie qui se trouve dans un lieu de données. Ok. C'est une propriété du champ. Ok. L'énergie potentielle, c'est l'énergie réelle associée à un objet déplacé dans ce champ. Ok, j'ai compris. Ok, ok, j'ai compris. Ok, j'ai compris. En gros, le potentiel, ah, ça c'est incroyable. J'adore la physique quand tu comprends les choses. En gros, le potentiel, c'est tout simplement c'est l'énergie qu'il y a dans un endroit de l'espace. On peut avoir de l'énergie en un point donné, R, ou bien dans un, voilà, dans une surface. Mais en réalité, non, non. Oui, mais en fait, c'est l'énergie dans un point donné. Enfin, c'est pas dans une région de l'espace. Ici, il dit que c'est l'énergie dans un point donné. Et c'est un peu logique. En gros, dans un point donné de l'espace, tu définis l'énergie qu'il faudrait avoir pour arriver à cet endroit-là. C'est comme si tu prends ce point-là, et bien d'en bas jusqu'à arriver à ce point-là, et bien, ou bien regarde, ici, tu me vois là? Ça, c'est l'endroit où je veux atteindre. Ok. Cet endroit-là a une énergie. On va dire l'énergie, c'est l'énergie qu'il faut pour que je touche le point là. Ok. Tu vois, là, je lève ma jambe, j'utilise l'énergie que j'ai dans mon corps grâce aux aliments que j'ai consommés. J'utilise cette énergie-là pour lever mon pied jusqu'à arriver à ce point-là. Ok. Tu vois? Tu vois, là, c'est la valeur d'énergie qu'il faudrait avoir pour arriver à là, pour un objet massique. Ma jambe, elle pèse quelque chose en kilogrammes ou en grammes.
Du coup, ce gramme-là fois la hauteur pour arriver à là, c'est l'énergie réelle que j'ai fournie pour arriver à là. Mais le poids en soi, c'est une énergie par unité de longueur. C'est une énergie par unité de charge, pardon, excusez-moi. En gros, ça dépend, on va dire, ça dépend de la masse de l'objet que tu dois amener à ce point-là, ou bien de la charge en coulomb de l'électron que tu dois amener à ce point-là. Parlons de masse. Du coup, ça veut dire que selon la masse, eh bien, tu auras une énergie différente pour arriver. Du coup, c'est une énergie par unité de masse. Ça va? En gros, c'est un niveau d'énergie. Le potentiel est un niveau d'énergie. La différence de potentiel, c'est la différence entre deux niveaux d'énergie. Voilà. Bon, la pause, je vais aller là, je vais aller aux toilettes. Je vais aller aux toilettes et voilà. Attends, comment on dit ça encore? Oui, ok. Je vais aller lâcher ce qu'on appelle un K au carré. Tu me dis si tu as compris ça en commentaire. J'ai hâte de voir ce que tu as écrit.